C'est par un matin humide et brumeux de la fin octobre 1893 que je retrouvai mon vieil ami M. Sherlock Holmes, assis en tailleur sur notre tapis de foyer de Baker Street, les yeux clos et les doigts croisés sous son nez pointu, celui d'un faucon. Le crépitement sourd du feu ponctuait le silence pensif de nos chambres, tandis qu'un brouillard bas filtrait le long des fenêtres, maculant les contours de Londres comme si la ville elle-même retenait son souffle. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le petit déjeuner, n'ayant consommé qu'une tranche de pain grillé et une réprimande à demi-voix concernant mon dernier récit littéraire, qui, selon lui, contenait beaucoup trop de sentiments et trop peu d'observations. J'avais depuis longtemps renoncé à discuter sur ce sujet. Holmes n'était pas du genre à se laisser influencer par les appels au goût populaire ou au talent littéraire. C'est sur le coup de 9h30 que Madame Hudson apparut avec une carte de visite sur un plateau d'argent, le front froncé et la voix chuchotée. « Un gentleman désire vous voir, Monsieur Holmes, » dit-elle. « De Scotland Yard, dit-il. Il est agité. » Les yeux de Holmes s'ouvrirent brusquement. « Ah, alors le brouillard a enfin livré quelque chose de valable. Faites-le entrer. » Un instant plus tard, l'inspecteur Tobias Gregson entra dans le salon avec l'air vif et efficace d'un homme qui avait sauté son petit déjeuner et perdu patience. Ses bottes laissaient de légères traces humides sur le tapis. Il tenait son chapeau melon d'une main, tandis que l'autre serrait un papier plié avec une intensité qui lui faisait blanchir les articulations. Holmes, commença-t-il en hochant la tête d'un docteur laconique, avant de poursuivre. « Il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre à Clerkenwell. Vous devriez peut-être y mettre votre fameux cerveau. Je suis à votre disposition. » répondit Holmes en lui indiquant de s'asseoir. « Je préfère toutefois que mes puzzles présentent quelques bords irréguliers. Celui-ci vous convient-il » Gregson souffla. La veuve d'un banquier a été retrouvée morte dans son salon à l'aube, fermée à clé de l'intérieur. Aucun signe d'effraction, aucun mobile. Poignardée une fois en plein cœur. Holmes haussa un sourcil. Un meurtre dans une pièce close? Un classique. Mais je ne décèle rien de particulièrement nouveau jusqu'ici. Gregson se pencha en avant, baissant la voix. Il y a été un homme sur les lieux, assis près de la cheminée. Riant, Holmes cligna des yeux. En riant, comme s'il avait entendu une blague que personne d'autre ne comprenait. Un étranger, un réfugié, on dirait, sans papier, pas un mot d'anglais. Il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, s'expliquer. Il a juste ri. Holmes se redressa, l'expression acérée. « Et la porte était verrouillée ?»« De l'intérieur, » répéta Gregson. « Les domestiques ont forcé la porte après avoir entendu un bruit sourd et des rires. Décrivez la scène, » dit Holmes en cherchant déjà son étui, à violon, non pas pour jouer, mais parce qu'il contenait son fidèle verre et une paire de pinces délicates. Gregson sortit le papier plié. C'était un plan dessiné à la main, et désigna un salon au 2e étage. Une fenêtre verrouillée de l'intérieur. Aucune trace de pas sur le rebord. La seule porte était verrouillée. La défunte, Madame Agnès de la Mer, était assise au secrétaire, la lame toujours plantée dans sa poitrine. Aucune blessure défensive, aucune trace de lutte. « Et l'homme » demanda Holmes, assis en tailleur près du feu, calme, silencieux, puis soudain en riant. Holmes se leva. « Watson, un manteau et des bottes, s'il vous plaît. Cet homme qui rit au milieu de la mort m'intrigue. Soit il est fou, soit il est une sorte de personne censée des plus rusées. Quoi qu'il en soit, je soupçonne que nous avons reçu notre premier fragment de vérité. J'ai pris mon revolver car j'avais appris à présent que derrière chaque meurtre inexplicable à Londres se cachait soit un danger, soit pire, un génie. » Alors que nous sortions dans la rue brumeuse, Holmes se tourna vers moi, ses yeux gris et scintillants. « Une pièce fermée à clé, une seule blessure mortelle et un homme silencieux qui rit au milieu, » murmura-t-il. « Watson, nous allons entrer dans le mécanisme d'une mécanique des plus délicates. Espérons qu'il fonctionne. » La brume matinale s'accrochait obstinément au pavé tandis que Holmes et moi avancions vers Clerkenwell, le bruit de nos bottes résonnant faiblement dans les ruelles étroites. Le brouillard semblait absorber le bruit, créant un silence étrange dans les rues où seul le fracas occasionnel d'un fiacre rompait le silence. L'atmosphère même de Londres était chargée d'un sentiment d'anticipation, comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant la révélation d'une vérité cachée. Holmes marchait d'un pas rapide, les mains jointes dans le dos,
son regard perçant scrutant chaque détail, de la peinture écaillée d'un lampadaire aux traces de pas sur le trottoir. Pendant ce temps, je m'efforçais de suivre le rythme, cherchant à reconstituer les maigres informations fournies par l'inspecteur Gregson. Un meurtre commis dans une pièce close, un homme silencieux qui riait au milieu de la mort, et un mystère, aussi déconcertant que grotesque. À notre arrivée, nous fûmes accueillis sur le seuil d'une modeste maison de ville par une gouvernante au visage pâle, aussi épuisé qu'effrayé. Son regard nerveux allait de Holmes à moi, tandis qu'elle nous conduisait à travers les couloirs sombres jusqu'au salon où Madame Agnès de la Mère avait trouvé la mort prématurément. La pièce était un véritable écrin de contraste. De riches panneaux d'acajou et de fins tapis persans contrastaient avec la froide stérilité d'un décor préservé de toute précipitation. La lumière matinale peinait à percer les épais rideaux, projetant de longues ombres qui dansaient étrangement sur les murs. Holmes s'agenouilla près du corps, désormais recouvert d'un drap blanc, mais ses yeux restaient fixés sur la cheminée où l'homme mystérieux était censé être assis. Je remarquai immédiatement la cendre délicate éparpillée en un petit tas près de l'âtre, et la faible odeur d'un tabac particulier flottait dans l'air. Un tabac que je reconnus importé d'Orient. Les doigts de Holmes caressèrent légèrement la cheminée, où une chaîne de montre en argent solitaire était enroulée, captant la lumière terne. Son regard s'aiguisa. « Watson, » murmura-t-il, « observe la manière dont la chaîne est posée. Elle n'est pas simplement jetée, mais placée intentionnellement, ses maillons intacts et parfaitement alignés. Un tel soin suggère qu'elle a été manipulée par une main experte. » J'acquiesçai, même si la signification m'échappait. Le regard de Holmes se porta alors sur un parapluie finement sculpté, posé dans un coin de la pièce. Il était trempé. Le tissu usé, mais la poignée portait un insigne inhabituel. Un croissant de lune entrelacé d'un serpent. « D'où vient-il » demandai-je. La gouvernante hésita avant de répondre. « C'est aux réfugiés, monsieur. »« L'homme qu'on a trouvé ?» En train de rire. On dit qu'il venait des provinces de l'Est, mais personne ici ne le connaît vraiment. Holmes hocha la tête pensivement, se levant pour arpenter la pièce à grands pas mesurés. Un réfugié, riant d'une scène de crime, serrant un parapluie caractéristique et laissant une chaîne de montre soigneusement posée. Ce n'est pas un visiteur ordinaire. Il s'arrêta près de la fenêtre, scrutant la rue où le brouillard collait à la vitre. « Dites-moi, Madame Carmichael, la gouvernante, avez-vous observé l'attitude de cet homme lorsque vous l'avez découvert? A-t-il seulement parlé? Une seule fois, monsieur, dit-elle en se tordant les mains. Quand je suis entré, il m'a regardé et a ri. Puis il a murmuré des mots que je n'ai pas compris. C'était comme s'il trouvait une plaisanterie. Dans la tragédie. Les yeux de Holmes brillèrent d'une soudaine vivacité. Et la porte, comment était-elle verrouillée? Le verrou a été tiré de l'intérieur, monsieur. Aucun signe d'effraction. Nous avons dû le démonter. Curieux, murmura Holmes. Un homme coincé à l'intérieur avec une femme assassinée, riant sans explication, et une porte verrouillée. L'énigme même qui devrait déconcerter Scotland Yard. Se tournant vers moi, il ajouta « Watson, je vais inspecter le reste des lieux. Il y a peut-être encore un indice caché à la vue de tous. » Nous traversâmes la maison en silence, Holmes examinant chaque recoin avec la précision d'un faucon. Dans le bureau, il découvrit une lettre à moitié brûlée dans la cheminée, dont les mots étaient partiellement lisibles, « Basse rendez-vous ». À la tour de l'horloge à minuit. Personne ne doit le savoir. Son front se fronça. La tour de l'horloge, songea-t-il à voix haute. Un point de rendez-vous inhabituel, surtout à une heure pareille. Il faut enquêter davantage. De retour au salon, Holmes s'accroupit de nouveau près de l'âtre, le regard fixé sur une légère trace de brûlure près de la plinthe. Watson remarquait la présence d'une légère rayure sur le parquet. Quelqu'un a déplacé quelque chose de lourd ici. Alors que je me penchais pour examiner la scène, une légère toux nous interrompit. Nous nous retournâmes et découvrîmes un homme mince, vêtu de vêtements usés, qui se tenait hésitant près de la porte. Son regard était brillant mais méfiant, et un léger accent colorait son anglais prudent. « Je suis Alexandre Petrov, » dit-il doucement. « Je suis l'homme que vous cherchez. » Holmes l'observa attentivement, un léger sourire esquissant ses lèvres. « Monsieur Petrov, vous avez tout à fait raison. J'ai hâte de savoir pourquoi vous avez ri devant une scène aussi sinistre. » Les yeux de Petrov brillaient d'un étrange mélange de défi et de désespoir.
Dans mon pays, le rire est parfois la seule réponse au chagrin. Mais je n'ai pas tué cette dame. Je suis seulement venu la prévenir. Holmes se pencha en avant, les doigts croisés. Un avertissement. De quoi? Petrov hésita, puis murmura. Elle était en danger, de la part d'un proche, de l'ombre du clocher. Avant que nous puissions insister davantage, un coup sec retentit dans la maison. L'inspecteur Gregson revint, l'air sombre. « Un autre message, Holmes », annonça-t-il en lui tendant une petite enveloppe cachetée. Ce message a été retrouvé, épinglé à la grille de fer du clocher à minuit, juste après le meurtre. Holmes brisa soigneusement le sceau et déplia le billet. On pouvait y lire simplement « L'horloge ne ment pas, mais les hommes, oui. Regardez au-delà du cadran, là où les ombres murmurent la vérité. » Holmes plissa les yeux. Une provocation ou un aveu? Le brouillard s'épaississait dehors, tandis que nous échangions tous les trois des regards chargés de questions, muettes. Le rire du réfugié, la pièce verrouillée, le mystérieux clocher, et maintenant ce message énigmatique, autant de pièces d'un puzzle encore inachevé. Alors que le crépuscule tombait sur Londres, je me suis rendu compte que, sous le vernis de civilité et d'ordre, un jeu plus sombre se déroulait. Un jeu qui allait mettre à l'épreuve les pouvoirs de déduction inégalés de Holmes et défier même son formidable intellect. Le jeu reprenait une fois de plus. Le poids de cette note énigmatique pesait lourdement sur nous, tandis que nous quittions la maison de la mère et avancions à nouveau dans les rues embrumées de Clerkenwell. Holmes, son regard perçant, scrutant chaque ombre et chaque vitre scintillante, semblait plongé dans ses pensées. J'avais du mal à suivre le rythme, l'esprit envahi de questions sur Alexandre Petrov, le rire mystérieux et l'inquiétante tour de l'horloge qui dominait désormais l'énigme. Holmes marqua une brève pause devant une petite taverne baignée par le murmure des clients en début de soirée. « Watson, dit-il, avant d'approfondir cette question, je dois clarifier notre compréhension de la tour de l'horloge. La note suggère que l'horloge ne ment pas alors que les hommes mentent. Cela implique une tromperie, probablement centrée sur le cadran de l'horloge ou son carillon. Si nous voulons attraper notre meurtrier, nous devons comprendre cette énigme. Nous nous dirigeâmes rapidement vers la tour de l'horloge, imposante structure de fer forgé et de pierre ancienne qui se dressait telle une sentinelle silencieuse au-dessus des bâtiments environnants. Un épais brouillard s'enroulait autour, de sa base, se déployant comme des doigts fantomatiques le long de la rue. Quelques passants attardés passèrent en hâte, jetant des regards méfiants à l'édifice imposant, comme s'il allait soudain s'animer. Holmes examina attentivement la grille, notant la rouille sur le fer et les marques récentes laissées par celui qui avait apposé le mot. Il attira ensuite mon attention sur un étrange agencement d'ombres projetées par les becs de gaz. Observez, Watson, comme les ombres déforment le cadran de l'horloge. Si quelqu'un voulait tromper en altérant la perception, c'est par là qu'il faudrait commencer. J'ai regardé attentivement, essayant de déchiffrer les formes sombres qui s'étendaient sur la pierre. Tu crois que le clocher sert à envoyer un signal? Exactement. Et ce signal doit être subtil, dissimulé, à la vue de tous. Montons. L'intérieur de la tour était humide et froid, l'air chargé d'une odeur d'huile et de vieilles pierres. Les pas de Holmes résonnaient doucement, tandis qu'il montait un escalier en colimaçon en fer, chaque marche s'accompagnant de craquements et de gémissements occasionnels. Au sommet, les grandes horloges étaient exposées, balais complexes, d'engrenages et de pendules qui semblaient vibrer d'une vie propre. Holmes fit le tour du mécanisme, inspectant chaque rouage et chaque ressort avec une attention particulière. Cette horloge est remarquablement bien entretenue, et pourtant quelque chose cloche. Son regard se posa sur un petit levier dissimulé derrière le mécanisme principal, un levier qui, testé, décalait l'aiguille des minutes d'exactement 7 minutes. « Fascinant », murmura Holmes. « Celui qui contrôle ce mécanisme pourrait manipuler le temps apparent, altérant ainsi les alibis ou les signaux envoyés à des complices invisibles. » Il recula et observa le cadran de l'horloge par la fenêtre de la tour. Si l'on considère le message « Regarde au-delà du cadran », cela pourrait signifier que les aiguilles de l'horloge sont elles-mêmes une tromperie, un code à déchiffrer. Tandis que les doigts de Holmes parcouraient les contours de la montre, je ressentais le frisson familier d'un mystère qui se dévoile, chaque découverte nous entraînant plus profondément dans un réseau d'intrigues. Nous descendîmes, et avec Petrov à nos côtés,
Retournâmes à Baker Street pour une consultation. Holmes ne perdit pas de temps à mettre de l'ordre dans ses pensées, marchant de long en large, tout en marmonnant des théories inachevées, l'image des aiguilles changeantes de l'horloge vacillant derrière ses yeux. Petrov resta le plus souvent silencieux, mais, sous la pression de Holmes, il finit par en révéler davantage sur son passé. Exilé politique d'une région agitée d'Europe de l'Est, Petrov était arrivé à Londres quelques mois plus tôt, cherchant refuge dans son pays, pour échapper à une dangereuse conspiration. Il évoqua des ennemis opérant dans l'ombre, des hommes experts en tromperie et en espionnage. Holmes écoutait attentivement, hochant parfois la tête, son esprit tissant des liens entre l'intrigue politique décrite par Petrov et la mort mystérieuse de Madame de la Mer. Cette veuve était peut-être plus que la simple épouse d'un banquier, observa Holmes. Peut-être détenait-elle des informations dangereuses pour ceux qui voulaient la réduire au silence. Gregson revint avec des nouvelles des domestiques et des voisins. Ils avaient entendu des bruits étranges la nuit du meurtre, des murmures, un fracas soudain et plus effrayant encore, des rires qui n'étaient pas ceux de la victime ni de sa famille. Le regard de Holmes s'assombrit. Le rire, celui de Petrov, était peut-être un moyen de masquer ses véritables intentions ou de perturber la maison. Nous avons convenu de rendre visite à l'avocat de Madame de la Mer, un certain Mee Hammond, qui pourrait nous éclairer sur ses affaires. Son bureau était une pièce encombrée d'un immeuble voisin, rempli de registres et de lettres défraîchies. Hammond nous accueillit avec une politesse prudente, mais ne nous révéla que peu de choses, jusqu'à ce que Holmes mentionne la tour de l'horloge. À ces mots, Hammond changea d'attitude. Il admit que Madame de la Mer était récemment en possession d'un document rare et précieux, susceptible de révéler des transactions frauduleuses impliquant des personnalités influentes. Ce document avait disparu après sa mort. Le regard de Holmes se durcit. L'enjeu est plus grand qu'un simple meurtre. Nous sommes empêtrés dans un dangereux jeu de pouvoir et de tromperie. De retour à Baker Street ce soir-là, Holmes était agité. Il examina à nouveau la chaîne de la montre, soupçonnant désormais qu'il s'agissait d'un message intentionnel. Le croissant et le serpent sur le parapluie de Petrov reflétaient des symboles que l'on retrouve dans certaines sociétés secrètes, celles qui trafiquaient secrets et ombres. Holmes résolut de tester une théorie. Il visiterait seul la tour de l'horloge, à la faveur de l'obscurité, pour observer si la subtile modification du temps par le mécanisme servait à communiquer avec des complices. J'insistais pour l'accompagner, refusant de laisser mon ami seul dans une aventure aussi périlleuse. Alors que l'horloge sonnait minuit, nous nous sommes glissés dans l'ombre de Clerkenwell, le cœur battant. Holmes observait attentivement le cadran, tandis que l'aiguille des minutes bougeait, attendant un signal. Soudain, sur les toits environnants, la lueur d'une lanterne apparut, filant entre les bâtiments. Un message secret envoyé en parfaite synchronisation avec les aiguilles manipulées de l'horloge. Holmes murmura « Ils utilisent l'horloge ?» Pour coordonner leurs mouvements, pour masquer leurs véritables activités. Notre veille silencieuse fut interrompue par un bruit soudain, des pas qui approchaient rapidement. Holmes me tira dans l'ombre tandis qu'une silhouette émergeait, sa cape serrée et le visage caché. La silhouette s'arrêta sous le visage de... La tour de l'horloge leva les yeux, puis glissa un papier plié dans une crevasse avant de disparaître dans le brouillard. Holmes récupéra le mot et le déplia avec précaution. On pouvait y lire « Le rire était la clé. Cherchez l'homme. » Qui a souri face à la mort. Un frisson me parcourut l'échine. Le rire, Petrov, la pièce fermée à clé, la tromperie de l'horloge. Tout cela formait un ensemble de fils tissés dans une même tapisserie de trahison et de ruse. Les yeux de Holmes brillaient dans la pénombre. Watson, notre proie, était plus proche que nous ne l'imaginions. La partie s'intensifie, mais notre détermination aussi. Alors que l'aube se levait sur les toits de Londres, je compris que cette affaire, plus étrange et plus sombre que toutes les précédentes, allait mettre à l'épreuve la célèbre logique de Holmes comme jamais auparavant. La réponse se cachait, attendant derrière le cadran de l'horloge et dans les rires qui résonnaient encore dans l'air nocturne. La lumière matinale filtrait faiblement à travers le brouillard, tandis que nous retournions à Baker Street, le froid humide de la nuit, imprégnant encore nos vêtements et notre morale. Holmes était inhabituellement silencieux, le regard perdu dans le vide, comme s'il repassait sans cesse chaque détail des heures précédentes. Moi aussi, je sentais le poids de l'affaire peser sur moi.
Le puzzle était plus complexe que je ne l'avais imaginé, les pièces refusant de s'assembler. Après un bref repos, Holmes m'appela dans son bureau où la table encombrée était jonchée de notes, de cartes et de l'omniprésent étui à violon. Il désigna les papiers dépliés, puis un croquis qu'il avait fait de l'intérieur de la tour de l'horloge, indiquant le levier qui réglait l'aiguille des minutes. « Le décalage de 7 minutes est un choix précis, » dit-il pensivement. « Ce n'est pas un chiffre arbitraire. Il correspond au retard exact nécessaire pour perturber un horaire précis, probablement celui d'un autocar ou d'un train, ou peut-être l'horaire d'une réunion. » J'ai hoché la tête, me rappelant la lettre à moitié brûlée trouvée dans la cheminée de la maison de la mère, mentionnant un rendez-vous à minuit. L'horloge sert donc à manipuler le temps, à tromper les imprudents. « Exactement, » confirma Holmes. « Maintenant, réfléchissez au rire. C'était un affront. À la raison, un acte délibéré pour déstabiliser. Petrov prétend avoir ri parce que c'était la seule réponse à son chagrin, mais son timing était étrangement bien choisi. Je le soupçonne d'avoir joué un rôle dans la mise en scène de ce crime, mais on ignore s'il a été complice ou bouc émissaire. Il se renversa en arrière, les doigts croisés. Nous devons enquêter plus en profondeur sur le passé de Petrov. Son histoire d'exil politique pourrait cacher autre chose. C'est dans cet esprit que nous avons organisé une visite à l'asile de la banlieue londonienne où Petrov avait été brièvement détenu à son arrivée. L'institution était un lieu sinistre dont les murs étaient plongés dans l'ombre et où les secrets étaient chuchotés. Le directeur nous accueillit avec méfiance, mais accepta de nous fournir le dossier de Petrov, après quelques tentatives de persuasion. Les documents révélaient que Petrov avait été admis après une période de stress intense et de confusion. Pourtant, les rapports ne faisaient état d'aucun signe d'instabilité mentale. Il s'agissait plutôt d'un homme accablé par la peur et poursuivi par des ennemis invisibles. Holmes étudia attentivement les documents, son doigt s'arrêtant sur une mention d'un journal codé que Petrov aurait tenu. « Watson, dit-il, ce journal pourrait nous permettre de comprendre les véritables motivations du réfugié. Si nous voulons démasquer le meurtrier, nous devons le retrouver. » Petrov lui-même semblait réticent, mais accepta de nous conduire dans une petite pièce d'une pension où il prétendait avoir caché le journal. Le bâtiment était exigu et délabré, bien loin de l'élégance de la résidence de Madame de la Mère. À l'intérieur, parmi un fouillis de livres usés et de cartes défraîchies, nous trouvâmes un carnet relié en cuir, dont les pages étaient remplies d'une écriture soignée et serrée, entrecoupée de symboles étranges. Holmes commença à déchiffrer le journal avec sa patience habituelle, notant soigneusement chaque détail. Les notes de Petrov évoquaient un réseau clandestin opérant à Londres, des individus manipulant les événements dans l'ombre, utilisant symboles et signaux pour communiquer. On y trouvait également des mentions d'une spirale de serpent, une expression qui correspondait à l'insigne du parapluie de Petrov et, curieusement, à la chaîne de montre retrouvée sur la scène de crime. L'anneau du serpent, songea Holmes, une métaphore d'une société secrète ou peut-être d'un syndicat du crime. À mesure que nous creusions plus profondément, un schéma émergeait. La tour de l'horloge n'était pas seulement un point de repère, mais un nœud central des communications de ce réseau. Le temps manipulé signalait les mouvements et les rencontres, tandis que le rire, celui de Petrov, servait de code, identifiant ceux qui étaient informés. Mais une question restait en suspens. Pourquoi assassiner Madame de la Mère, Holmes, supposait qu'elle possédait des informations menaçant les intérêts de la société. Peut-être le document manquant, mentionné par M. Hammond, en faisait-il partie. Si tel était le cas, sa mort visait à la fois à la réduire au silence et à servir d'avertissement. Notre prochaine étape était claire. Nous devions rechercher le document manquant, caché quelque part dans les coffres labyrinthiques de la ville ou dans des collections privées. Holmes s'arrangea pour que Gregson et moi l'accompagnions chez un notaire réputé pour détenir des documents rares et secrets. Le bureau était sombre et froid, un véritable coffre-fort de transactions chuchotées et de secrets bien gardés. Après une enquête minutieuse, nous découvrîmes que Madame de la Mère avait récemment mandaté un détective privé pour retrouver un document de grande importance, susceptible de révéler la duplicité de certains individus. Alors que nous reconstituions la piste de l'enquête, un nouveau message urgent est arrivé à Baker Street. Une note énigmatique laissée sur le pas de la porte de Holmes qui disait « Ne vous fiez pas au rire. Le serpent se resserre. »
Cet avertissement me fit froid dans le dos. Ceux qui se cachèrent derrière ce réseau de tromperie étaient au courant de nos investigations et n'étaient pas disposés à dévoiler leurs secrets sans résistance. Cette nuit-là, Holmes était assis près du feu, un violon à la main, mais silencieux, les yeux fixés sur les flammes vacillantes. Le rire était un signal mais aussi un écran de fumée, dit-il doucement. Le rôle de Petrov est ambigu, à la fois messager et acteur d'un drame que nous commençons à peine à comprendre. Nous devons le surveiller de près. J'ai accepté, même si mon cœur était lourd à l'idée que nous avions affaire à un adversaire expert en tromperie et que le prochain coup pourrait survenir rapidement et sans avertissement. Les ombres de la ville semblaient s'épaissir à mesure que la nuit avançait, et je ne pouvais m'empêcher de me demander quels autres secrets la tour de l'horloge pouvait cacher et qui parmi nous souriait avec une intention mortelle derrière un masque de rire. La fraîcheur du petit matin s'infiltrait par les fissures de Baker Street lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé Holmes déjà assis près du feu, une expression pensive gravée sur son visage. Les douces notes de son violon ponctuaient le silence, chaque coup précis, comme si la mélodie elle-même était un fil dans l'immense tapisserie que nous déroulions. La note nous avertissant de ne pas nous fier au rire était encore sur la table, son encre fraîche et sa concision troublante. Le regard de Holmes croisa le mien, perçant et résolu. « Watson, l'heure se fait tardive, et pourtant le jeu s'accélère. Nous devons agir vite avant que notre proie ne s'éloigne encore plus. » Sur ce, nous avons commencé à retracer le chemin qui nous avait conduit au mystérieux réseau. Les notes du journal de Petrov faisaient allusion à un lieu de rassemblement. Une vieille chapelle transformée en salle de réunion pour la société connue sous le nom de la Bobine du Serpent. On disait qu'elle se trouvait cachée dans le dédale des tunnels souterrains de Londres, des lieux oubliés de la plupart, mais pas de ceux qui vivent dans l'ombre. Nos recherches nous ont d'abord conduits chez un cartographe défraîchi de Fleet Street, un homme qui, moyennant une somme modique et un regard prudent par-dessus son épaule, a produit une série de plans dessinés à la main détaillant un réseau de tunnels sous Clerkenwell. L'emplacement de la chapelle était indiqué par un symbole serpentin, identique à ceux que nous avions vus sur le parapluie de Petrov et la chaîne de sa montre. Les doigts de Holmes traçaient soigneusement la carte. Si notre suspect opère, ici nous devons nous préparer à la subtilité. Les tunnels sont traîtres et surveillés de près par ceux qui préfèrent l'obscurité à la lumière. À la tombée de la nuit, nous avons repris la route vers Clerkenwell, parcourant le labyrinthe des rues jusqu'à une ruelle quelconque. Là, derrière un portail rouillé, partiellement dissimulé par du lierre grimpant, se trouvait l'entrée d'un étroit escalier de pierre descendant en spirale. Le regard de Holmes se posa sur le mien. « Soyez prêts, Watson, la vérité se cache. » En dessous, l'air devenait plus froid et plus humide à mesure que nous descendions, les faibles échos des gouttes d'eau et des pas lointains nous accompagnant dans les profondeurs. La flamme vacillante de la lanterne de Holmes projetait de longues ombres sur les murs bruts, révélant des graffitis décolorés et des traces d'habitations récentes. Au bout du couloir, nous avons trouvé la chapelle. Sa vieille porte en bois, abîmée mais intacte, portait l'emblème du serpent profondément gravé. Holmes sortit une petite clé complexe, qu'il avait récupérée lors d'une de nos précédentes visites chez Madame de la Mer, et ouvrit la porte avec dextérité. À l'intérieur, la pièce était sombre, mais indéniablement un lieu de rassemblement secret. Des bannières en lambeaux, ornées du serpent enroulé, pendaient au mur, et un autel arborait d'étranges symboles, à moitié effacés par le temps et l'oubli. Holmes s'approcha d'une table d'appoint encombrée de papiers et de bougies, examinant soigneusement les documents. Watson observe ce registre. Nom, date et références codés à des mouvements et des ordres. La main de la société est immense. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir derrière nous. Nous nous figâmes, échangeant des regards. Et Holmes éteignit vivement la lanterne, plongeant la pièce dans l'obscurité. Les pas s'approchèrent de la porte, s'immobilisèrent, puis s'éloignèrent rapidement. Le murmure de Holmes était sec. Ils surveillent de près. Mais notre présence reste secrète pour l'instant. Alors que nous émergions dans la nuit, le poids de notre découverte pesait lourdement sur nous. L'anneau du serpent n'était pas une simple rumeur. C'était une force vivante qui manipulait les événements depuis les profondeurs de la ville. 2. Retour à Baker Street. Holmes s'attela à déchiffrer les codes du registre
avec une attention soutenue. Ces calculs et comparaisons rapides révélèrent une tendance effrayante. Plusieurs membres de la société étaient des personnes influentes. Banquiers, hommes politiques et même des agents des forces de l'ordre. La voix de Holmes était sombre. L'influence de la société compromet les institutions même censées faire respecter la justice. Ceci explique les retards et les erreurs d'orientation dans l'enquête de la mère. Le lendemain, lorsque nous avons rencontré l'inspecteur Lestrade pour lui faire part de nos conclusions, son expression exprimait un intérêt prudent teinté de frustration. « Holmes, si ce que vous dites est vrai, cela signifie que le problème est plus profond que nous l'imaginions. Mais sans preuve concrète, mes possibilités sont limitées. » Holmes hocha la tête, reconnaissant les obstacles bureaucratiques. « Nous exigeons des preuves irréfutables, des preuves qui relient directement un suspect au meurtre et à la société secrète. Notre opportunité s'est présentée de manière inattendue. En examinant à nouveau le registre, Holmes a découvert une entrée chiffrée, faisant référence à une réunion prévue précisément à minuit près de l'horloge. La note suggérait un échange, élément crucial pour les projets de la société. Les yeux de Holmes brillaient de détermination. « Watson, nous devons surveiller le clocher à minuit. Le coupable se révélera sur le fait. » Ce soir-là, enveloppés dans l'ombre du brouillard londonien, nous avons pris position près de la tour. Les bruits habituels de la ville semblaient étouffés, comme si même la nuit retenait son souffle. Alors que les aiguilles de l'horloge indiquaient l'heure, une silhouette émergea de la ruelle, grande, vêtue d'un manteau, et se déplaçant avec une discrétion délibérée. Holmes me fit signe de garder le silence, et nous le suivîmes à distance, en prenant soin de ne pas nous dévoiler. La silhouette s'approcha d'une porte dérobée près de la base de la tour, se glissa à l'intérieur et disparut. Holmes fit signe à Gregson, qui nous avait rejoints discrètement, de se préparer à entrer rapidement. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et plusieurs hommes se déversèrent dans la rue, se dispersant précipitamment dans la nuit. Dans le chaos, la silhouette masquée disparut complètement. À l'intérieur de la chambre secrète, nous avons découvert une mine de documents, des lettres, des messages codés et surtout un fragment du document disparu que Madame de la Mère cherchait à protéger. Son contenu laissait entrevoir des malversations financières et des opérations de chantage impliquant d'éminentes personnalités londoniennes. Holmes examina attentivement les papiers. « Voici la clé, Watson. La preuve dont nous avons besoin pour démanteler la bobine du serpent et rendre justice à Madame de la Mère. » Pourtant, au milieu de ce triomphe, une ombre subsistait. L'identité du commanditaire de ces événements demeurait inconnue, et les rires qui avaient résonné sur la scène du crime persistaient, rappelant avec force la ruse et la cruauté qui se cachaient derrière. Alors que nous partions, la voix de Holmes était ferme mais prudente. Le serpent se resserre encore. Nous avons découvert beaucoup de choses, mais le dernier rebondissement reste à révéler. La ville s'éveilla, à l'aube, inconsciente de la bataille qui se déroulait dans ses ombres. Et moi, fidèle à la cause de Holmes, je me préparais au prochain coup dans un jeu où chaque rire, chaque geste, chaque seconde, mesurée par une horloge trompeuse, pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les heures qui suivirent, notre découverte à la tour de l'horloge, ressemblèrent à une tempête se préparant à l'horizon. Intense, menaçante, impossible à ignorer. Le fragment du document que nous saisissions était fragile mais puissant. Il laissait entrevoir une conspiration qui s'insinuait au sein de l'élite londonienne, telle une racine insidieuse sous la façade de la ville. Holmes s'acharna dans son examen croisant noms, dates et annotations codées avec une minutie qui me laissa à la fois stupéfait et inquiet. « Il semble, Watson, » commença-t-il tandis que nous parcourions les journaux dans le calme de Baker Street, que la disparition malheureuse de Madame de la Mère n'était pas un simple crime passionnel ou désespéré, mais un coup calculé visant à préserver un réseau de corruption. J'observais le regard perçant de Holmes parcourir un registre recensant une série de paiements et de nominations, des noms qui, s'ils étaient révélés, pourraient ruiner des carrières et entraîner la ruine d'hommes puissants. Pensez-vous que la société va nous poursuivre maintenant? Ils ont déjà montré leur volonté de tuer pour protéger leurs secrets. Holmes hocha la tête d'un air sombre. C'est précisément pour cela que nous devons agir avec prudence. Le serpent ne se montre pas à la légère, mais il devient aussi imprudent lorsqu'il sent l'étau se resserrer. Notre prochaine étape,
fut de confronter l'inspecteur Lestrade une fois de plus, de lui présenter les preuves et de l'implorer pour une protection immédiate et une enquête plus approfondie. Lestrade, bien qu'accablé par les contraintes de sa fonction, fit preuve d'un regain de vigueur en découvrant les preuves tangibles. « Cela pourrait être la pause dont nous avions besoin, » admit-il. « Je mobiliserai toutes les ressources possibles, mais nous devons rester discrets. Si ces hommes sont réellement influents, un scandale public pourrait être véritablement dangereux. » À la fin du jour, Holmes et moi décidâmes de revoir Petrov. Le comportement du réfugié était devenu de plus en plus erratique depuis notre dernière rencontre, ses rires moins fréquents mais teintés de nervosité. Nous le retrouvâmes dans son modeste logement, arpentant la pièce, jetant des regards inquiets vers la fenêtre. « Petrov » commença Holmes d'un ton mesuré mais ferme. « Nous avons découvert beaucoup de choses sur la société dont vous avez parlé. Votre rôle est crucial. Pourriez-vous nous aider à démasquer ces conspirateurs ?» Les yeux de Petrov brillaient, d'une émotion contradictoire, un mélange de peur, de désespoir et d'une lueur d'espoir. « Je ne voulais pas faire de mal à Madame de la Mer, » avoua-t-il d'une voix tremblante. « Mais je suis pris au piège d'une toile dont je ne peux me libérer. La société surveille tous ceux qui s'y opposent. J'ai des connaissances qui peuvent m'aider, mais j'en crains le prix. » Holmes le regarda pensivement. « Parlez librement, Petrov. Vos informations pourraient vous permettre de démêler les derniers fils de l'affaire. » Petrov a révélé que les réunions de la société étaient souvent précédées de signaux codés, rires, ajustements d'horloge, voire gestes subtils. Il a admis avoir été utilisé comme messager, un pion forcé de semer la confusion par son rire sur la scène de crime afin de fausser l'enquête. « Mais il y a plus, » ajouta-t-il. « Le véritable chef de la société demeure caché. Un homme qui inspire la loyauté par la peur et la ruse. On le surnomme la vipère. Son influence dépasse largement ce que l'on soupçonne. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « La vipère, un surnom approprié, il faut le démasquer. » Notre urgence fut encore plus grande le lendemain soir. Lorsqu'un second crime secoua la ville, un cambriolage au domicile d'un banquier éminent, M. Alistair Graves inscrit au registre. Le vol visait des documents et une bague en forme de serpent, symbole de l'appartenance à la société. Sur place, l'examen minutieux de Holmes révéla une mise en scène délibérée. La fenêtre avait été forcée, mais les traces sur le rebord suggéraient que l'intrus connaissait bien l'agencement. Plus révélateur encore, une légère trace d'une eau de Cologne rare flottait dans l'air. Une fragrance onéreuse que seuls quelques londoniens possédaient. Holmes songea à voix haute. La vipère envoie un message. Le vol n'est pas seulement motivé par le profit, mais aussi par l'intimidation et la reprise de contrôle. À mesure que nous rassemblions nos conclusions, l'attitude de Holmes changeait. Son esprit explorait à toute vitesse les possibilités, les probabilités et les permutations. Son comportement erratique, son allure agitée, ses froncements de sourcils occasionnels, tout cela témoignait d'un homme reconstituant une mosaïque complexe dont chaque fragment était essentiel. Un soir, alors que les réverbères à gaz vacillaient, dehors Holmes confia « Watson, le moment est venu de tendre un piège. Nous devons appâter le serpent, le forcer à se révéler. Pour cela, il nous faut un symbole, un leurre suffisamment irrésistible pour attirer la vipère à découvert. » Il a conçu un plan pour reproduire le fragment du document manquant, en fabriquant une copie intégrale et en faisant circuler la nouvelle de sa découverte auprès de contacts dignes de confiance. Nous avons également mis en place une surveillance renforcée près de la tour de l'horloge et d'autres lieux de rencontre connus. Les jours qui suivirent furent tendus et remplis d'impatience. L'habitude de Holmes de s'absenter soudainement et sans explication s'accentua, me laissant anxieux mais confiant en sa stratégie. Puis, par une soirée brumeuse, alors que nous attendions cachés près de la Tamise, Holmes fit soudain signe. Une silhouette s'approcha, avançant avec une prudence calculée. Un homme encapuchonné, le visage à moitié caché sous un chapeau à large bord. L'étranger parla doucement. « Monsieur Holmes, je suppose ? Je m'attendais à votre question. Vous cherchez la tête du serpent, mais attention, la vipère frappe avec son venin invisible. » La voix de Holmes était ferme mais prudente. « Vos paroles ont du poids. Allez-vous vous réfugier dans la lumière, ou préférez-vous l'ombre comme refuge ?» L'homme hésita, puis souleva son chapeau, révélant le visage de nul autre que Gregory Henshaw, un membre respecté du Parlement et l'un des noms les plus suspects du Grand Livre.
Monsieur Henshaw, dit lentement Holmes, le jeu auquel vous avez joué a causé la mort d'une femme innocente et menace l'intégrité de cette ville. Il prend fin ce soir. Henshaw eut un léger sourire, une lueur d'amusement dans les yeux. Vous me comprenez? Mal, Holmes. Je ne suis qu'une pièce sur un échiquier plus vaste. La vipère n'a pas encore été démasquée, et vous feriez bien de vous rappeler. Ne vous fiez pas au rire, car il peut masquer le venin le plus mortel. Alors que Henshaw sombrait dans le brouillard, je voyais l'esprit de Holmes s'agiter furieusement pour anticiper la suite. Les pièces du puzzle étaient presque en place, mais la révélation finale restait insaisissable. L'affaire était devenue plus sombre et plus périlleuse, mais comme toujours, la détermination de Holmes brillait de 1000 feux, un phare traversant l'obscurité de la ville, nous guidant vers la vérité et la justice. Le froid de cette rencontre avec Gregory Henshaw planait comme une ombre sur nos jours d'enquête suivants. Holmes semblait plus absorbé que jamais, son esprit retournant l'énigme sous toutes ses coutures, reconstituant le complot labyrinthique qui menaçait d'engloutir non seulement le meurtre de Madame de la Mer, mais aussi les fondements mêmes du pouvoir londonien. Son assurance habituelle était tempérée par une pointe de prudence, comme s'il sentait le serpent se resserrer autour de nous. Notre première action fut de revisiter le registre avec un regard neuf. Les déductions de Holmes avaient réduit le cercle des suspects, mais le défi consistait à démasquer le véritable vipère. Parmi les noms figuraient plusieurs hommes, à la réputation publique impeccable, dont la chute allait provoquer une onde de choc dans toute la ville. Pourtant, le risque d'être induit en erreur était toujours présent. C'était la nature même du jeu de ceux qui prospèrent dans l'ombre. Holmes m'a demandé de rassembler tous les documents publics, transactions financières et activités sociales liées aux noms figurant dans le registre. Chaque détail, Watson, a-t-il dit. Les mouvements du serpent se révéleront dans les actions les plus banales, si nous les observons attentivement. Je me suis attelé à cette tâche, avec zèle, épluchant archives, journaux et registres jusque tard dans la nuit. Ce fut un travail fastidieux, mais peu à peu, un schéma s'est imposé. Une série de réunions secrètes organisées sous couvert d'événements caritatifs, dont les dates et les lieux correspondaient aux entrées codées du registre. Un nom revenait avec une fréquence troublante. Lord Eustace Merrick, un homme d'allure aristocratique et d'une influence considérable, connu pour ses actions philanthropiques et son charme discret. Son implication dans l'anneau du serpent était surprenante mais pas impossible. Holmes m'avait souvent rappelé que les apparences sont la première couche de la tromperie. J'ai fait part de mes conclusions à Holmes, dans la pénombre de Baker Street. Il m'a écouté attentivement, hochant lentement la tête. Merrick est un candidat de choix. Son masque public est impeccable, mais les écritures codées du registre suggèrent plus que de la philanthropie. On y trouve des références au venin et au silence. Holmes élabora un plan pour observer Merrick de près, lors d'un prochain gala. Un événement qui réunirait sous un même toit une grande partie de l'élite londonienne. Nous obtenâmes des invitations grâce à un réseau de connaissances, ce qui nous permit de nous fondre dans la foule scintillante sans éveiller les soupçons. La soirée de gala était un véritable spectacle de contraste. Des lustres opulents illuminaient une salle remplie de rires et de conversations polies, tandis que, sous la surface, des courants de pouvoir et de peur ondulaient invisibles. Holmes se déplaçait avec une détermination silencieuse, notant chaque échange chuchoté, chaque geste subtil. Notre attention fut bientôt attirée par Merrick, qui se mêlait à la foule sans effort, son sourire désarmant. Pourtant, le regard de Holmes capta une expression fugace, une crispation de la mâchoire, un bref coup d'œil vers une galerie isolée à l'étage. « Les serpents veillent toujours », murmura Holmes. Nous avons suivi Merrick discrètement, tandis qu'il s'excusait et montait l'escalier. Là, derrière un épais rideau, il a croisé une silhouette sombre dont les traits étaient obscurcis par la pénombre. Ils ont échangé une petite boîte, fornés et ont parlé à voix basse. Holmes a resserré son étreinte sur mon bras, tandis que l'homme sortait une bague distinctive, l'emblème du serpent que nous avions vu dans le registre. Soudain, un léger bruit, une toux provenant du couloir, les fit sursauter tous deux. Le compagnon de Merrick disparut dans l'ombre, laissant Merrick seul avec nous quelques instants plus tard. Holmes le confronta calmement. « Lord Merrick, un mot, s'il vous plaît. » Pris au dépourvu, mais serein, Merrick sourit faiblement. « Monsieur Holmes, à quoi me vaut cette intrusion ?» Le regard de Holmes était fixe. « Votre implication,
dans l'enroulement du serpent et le récent cambriolage chez M. Graves. La bague que vous avez échangée est un signe distinctif de la société. Le sourire de Merrick s'estompa légèrement. Tu joues un jeu dangereux, Holmes. Ces insinuations pourraient ruiner des réputations. Pourtant, c'est un jeu que vous avez choisi, en vous alliant à des criminels qui réduisent l'opposition au silence par le meurtre, répondit Holmes. Je vous suggère de reconsidérer votre position avant que la justice n'intervienne. Les yeux de Merrick brillaient d'une froide réflexion. Vous avez peut-être des informations, mais vous manquez de preuves. Le serpent ne frappe pas sans venin, et je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Holmes hocha la tête, voyant dans ce défi un masque de peur plus profonde. Alors nous verrons quel venin est le plus mortel. Alors que Merrick partait, nous savions que la confrontation n'était qu'un prélude. L'emprise de la société était plus forte que jamais, et la vipère restait insaisissable. De retour à Baker Street, Holmes imagina une multitude de possibilités. Watson, la vipère opère à travers un réseau, chaque membre étant un maillon. Pour démasquer le responsable, nous devons briser la chaîne. Pour cela, il nous faut un appât trop tentant pour y résister. Holmes passa des heures à élaborer un plan basé sur un document fabriqué, destiné à inciter la vipère à se révéler. Ce document suggérait que Madame Delamere avait découvert un nouveau registre, encore plus accablant que le fragment que nous possédions. La stratégie de Holmes consistait à diffuser des rumeurs sur cette découverte par le biais de sources soigneusement identifiées afin que la nouvelle parvienne jusqu'à la bobine du serpent. L'espoir était que la vipère, poussée par son désir de contrôler l'information, accomplisse une action observable et enregistrable. Pendant ce temps, notre alliance avec l'inspecteur Lestrade se renforçait. Il organisait une surveillance discrète près des points de rendez-vous suspects, et des agents de confiance filaient des associés connus de la société. La tension devenait palpable, comme si la ville elle-même pressentait l'imminence du jugement. Les jours passèrent sans que rien ne bougeât, jusqu'à ce qu'un soir brumeux, Holmes reçoive un mot énigmatique glissé sous notre porte. Il disait simplement « Le serpent attend dans la maison des murmures ». Les yeux de Holmes brillaient d'excitation. « Watson, voici l'invitation que nous attendions depuis longtemps. La vipère a mordu à l'hameçon. » L'expression « maison des murmures ». Time Stealer était un surnom connu pour un club exclusif, fréquenté par l'élite londonienne, un lieu où les secrets s'échangeaient, comme des devises. Holmes et moi nous sommes immédiatement préparés, revêtant nos plus beaux atours pour infiltrer la réunion. Le club était somptueux, rideaux de soie, marbre poli et murmures de conversation confidentielles. Holmes se faufilait dans la foule avec l'aisance d'un acteur chevronné, son regard perçant scrutant chaque visage, à la recherche de signes de reconnaissance. Des heures passèrent sans signe de la vipère, jusqu'à ce qu'un signal discret, un léger effleurement du revers de la veste, alerte Holmes. Suivant le signal, nous nous retrouvâmes conduits dans une pièce privée, où une silhouette solitaire nous attendait. L'homme se leva, révélant le visage de Jonathan Fenton, un homme mondain charismatique et confident de nombreux membres de la haute société. Son sourire était désarmant, mais son regard perçant trahissait un esprit calculateur. « Monsieur Holmes », salua Fenton d'un ton posé, « j'ai beaucoup entendu parler de vos enquêtes. Mais certaines vérités sont mieux gardées secrètes. » L'expression de Holmes était inflexible. « Au contraire, monsieur Fenton, la vérité est la lumière qui révèle les entrailles du serpent. » Le sourire de Fenton s'élargit. « Alors, vous êtes plus près que vous ne le pensez. La vipère n'est pas un homme isolé, mais l'ombre d'une multitude. Pour la détruire, il faudrait détruire la structure même de cette ville. » Holmes se pencha en avant, la voix basse. « Alors, nous allons commencer par un fil et le démêler complètement. » La tension montait alors que le jeu atteignait son paroxysme. Le défi de Fenton était clair, mais Holmes ne se laissait pas décourager. Nous avions appâté le serpent, et bientôt, son venin serait exposé au grand jour. Arnons, quittant le club, le brouillard extérieur semblait plus épais, comme si Londres elle-même retenait son souffle. Le dernier acte approchait, et je ne pouvais qu'espérer que le génie de Holmes suffirait à percer l'obscurité qui nous enveloppait tous. La rencontre avec Jonathan Fenton hantait mes pensées, tandis que Holmes et moi regagnions la sécurité relative de Baker Street, le brouillard extérieur enveloppant Londres d'une étreinte froide et silencieuse qui semblait refléter le calme tendu qui régnait sur notre enquête.
Les paroles de Fenton, son insinuation que la vipère n'était pas un homme isolé, mais l'ombre portée de plusieurs, étaient un avertissement et un défi. L'esprit vif de Holmes l'avait bien sûr anticipé. Pourtant, l'entendre prononcer si clairement confirmait l'ampleur de la tâche qui nous attendait. Holmes s'assit près de la fenêtre, scrutant les rues embrumées avec cette intensité qui le caractérisait, les doigts croisés sous son menton pointu. « Watson, dit-il, doucement, ce n'est pas une entreprise criminelle ordinaire. La bobine du serpent est un organisme. Sa puissance réside dans son réseau, dans l'interconnexion de ses membres. Pour débusquer la vipère, nous devons comprendre le réseau lui-même. » J'ai hoché la tête, impressionné comme toujours, par la clarté d'Holmes. Et pour cela, nous devons identifier les liens qui maintiennent le réseau en place. Exactement. Et ces liens sont les communications de la société. Lettres, réunions, messages codés. Fenton avait raison. La trame même de la haute société londonienne est tissée de ses fils. Notre défi est de les démêler sans alerter les multiples têtes du serpent. Au cours des jours suivants, Holmes se consacra à la tâche ardue de décoder les communications de la société. Le registre nous avait fourni quelques clés, mais de nombreux messages restaient insaisissables, cryptés, dissimulés sous des allusions littéraires et des euphémismes victoriens. Les connaissances de Holmes en langue classique, en cryptographie et en nature humaine se révélèrent précieuses. Avec mon aide, nous avons compilé chaque message intercepté en recoupant les heures, les lieux et les participants. Un message, en particulier, retint l'attention de Holmes. C'était un mot apparemment anodin, délivré d'une main délicate, faisant référence au jardin où résonnent les rires. Holmes expliqua qu'il s'agissait d'une phrase codée. Le jardin désignait le domaine privé de Merrick, connu pour ses alcôves isolées et ses haies labyrinthiques. Le rire, spécula Holmes, fait probablement référence aux signaux cryptiques mentionnés par Petrov. Le rire destiné à tromper, un lieu de rencontre caché à la vue de tous. Nous décidâmes d'enquêter sur le domaine Merrick, à la faveur de la nuit, afin de déterminer si la société y organisait des rassemblements clandestins. L'accès ne fut pas simple, le domaine était fortement gardé et les domestiques de Merrick étaient loyaux et vigilants. Pourtant, grâce au talent de Holmes pour le déguisement et à ma propre connaissance des ruelles, nous trouvâmes une entrée discrète par un portail envahi par la végétation à l'arrière du domaine. La nuit, le jardin était un étrange labyrinthe d'ombres et de feuilles bruissantes. Holmes se déplaçait silencieusement, son regard attentif à la moindre activité. Au bout de quelques minutes, nous entendîmes des voix faibles, des rires étouffés et le léger frottement des chaises. Guidés par ces bruits, nous nous cachâmes derrière une haie épaisse et regardâmes par une ouverture. Là, assis autour d'une petite table de pierre éclairée par des bougies, se trouvaient plusieurs personnages, hommes et femmes vêtus de noir, le visage masqué par des masques rappelant des serpents. Parmi eux, je reconnus quelques noms, du registre et de rencontres précédentes, Lord Merrick, Gregory Henshaw et d'autres moins familiers, mais dégageant la même aura de pouvoir. La voix de Holmes n'était qu'un murmure. Le serpent se rassemble dans sa tanière. La réunion se déroula dans un silence absolu. De notre point de vue, nous n'entendions pas chaque mot. Mais l'observation attentive de Holmes permit de saisir plusieurs détails notables. La transmission de documents, des signaux manuels codés et une menace voilée proférée par une silhouette, masquée à l'encontre d'une autre, dont les mains tremblaient légèrement. Soudain, le craquement d'une brindille non loin de là rompit le silence fragile. Les participants se raidirent, les yeux rivés sur notre cachette. Holmes me saisit le bras et recula vivement, l'excitation de la découverte tempérée par le danger d'être exposé. De retour à Baker Street, Holmes reconstitua les fragments. Ils communiquent dans un langage qu'eux seuls connaissent, des signes, des symboles, des rires codés. Le rôle de Petrov était de semer la confusion, de masquer la vérité sous le chaos. Pourtant, la menace qui plane dans le jardin suggère des fractures au sein de leur rang. Ai-je observé? La dissidence interne pourrait-elle être notre clé? Holmes sourit d'un air sombre. En effet, Watson, le venin du serpent est plus puissant lorsqu'il est délivré de l'intérieur. Un serpent divisé est vulnérable. Notre surveillance s'intensifia. Holmes fit appel à des informateurs discrets issus des cercles sociaux de la ville
pour signaler toute activité inhabituelle liée à la société. Les jours passèrent, la tension s'intensifiant. La société sembla sentir notre intrusion et réagit en renforçant la sécurité et en déplaçant les lieux de réunion. Un soir, alors que nous examinions les derniers rapports, un coup soudain à la porte nous a surpris. Lestrade est entré, le visage grave mais déterminé. « Holmes, nous avons intercepté un message indiquant une autre réunion, cette fois dans un entrepôt près des docks. Nous pensons qu'il s'agit du prochain rassemblement du Viper. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors il faut agir vite. Le filet se resserre. » Cette nuit-là, Holmes et moi, accompagnés d'un groupe d'officiers de confiance, nous sommes approchés de l'entrepôt à la faveur de l'obscurité. L'air était chargé d'une odeur de sel et de fumée de charbon, le murmure constant de la rivière masquant nos mouvements. D'un point de vue caché, nous avons observé l'arrivée de plusieurs silhouettes masquées, l'anneau de serpent visible, sur une main gantée ici, le scintillement de l'eau de Cologne caractéristique là. Les participants sont entrés dans l'entrepôt un par un, disparaissant derrière de lourds rideaux. Holmes fit signe à Lestrade de se préparer à une entrée, rapide mais silencieuse. Conscient de l'équilibre délicat entre capture et chaos, nous attendîmes que la réunion commence. Un rassemblement de murmures et de rires étouffés, du genre que Petrov avait autrefois imité pour déconcerter les enquêteurs. Soudain, une silhouette surgit de l'ombre, démasquée et autoritaire. Un homme grand au regard perçant et à la voix empreinte d'une autorité indéniable. Holmes en eut le souffle coupé. C'était la vipère. Les paroles de l'homme étaient d'un calme glacial, s'adressant à l'Assemblée avec un mélange de menace et de persuasion. La ville tremble parce qu'elle craint la vérité, mais nous tenons les rênes, un pouvoir assuré par le secret et le silence. Nos ennemis seront écrasés, et aucun étranger ne pourra nous défaire. Holmes s'avança, se dévoilant ainsi que ses hommes. « Votre règne s'achève ici. La loi révélera votre venin. » L'expression de la vipère était indéchiffrable. Mais à cet instant, j'ai vu une lueur de reconnaissance, un effilochage momentané du masque. L'affrontement qui s'ensuivit fut rapide. Certains tentèrent de s'échapper, d'autres se rendirent, mais la précision tactique de Holmes permit à peu de personnes de s'échapper. Tandis que la police sécurisait l'entrepôt, Holmes s'approcha de la vipère et lui tendit la main. « Qui es-tu » demandai-je, essoufflé par l'impatience. L'homme sourit faiblement. « Je suis l'ombre dans la lumière, le murmure dans le rugissement. Vous me connaîtrez peut-être bien assez tôt, monsieur Holmes. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Alors, vous ne resterez pas longtemps dans l'ombre. » À l'aube sur Londres, la ville semblait momentanément suspendue, prise entre les ténèbres de la tromperie et la promesse de la vérité. La tête du serpent avait été aperçue, mais le serpent restait emmêlé. Holmes se tourna vers moi, une rare lueur de satisfaction dans le regard. « Watson, la toile se défait. Maintenant commence le travail minutieux de démasquage de chaque fil. » Je ne pouvais qu'admirer sa détermination inébranlable. La partie était loin d'être terminée, mais le venin du serpent s'exprimait peu à peu dans la lumière. Les conséquences du raid sur l'entrepôt s'installèrent sur Baker Street, tel un épais brouillard londonien, lourd de questions sans réponse et de tensions inexprimées. Holmes, malgré son apparent succès dans la capture du cercle de la vipère, restait agité. L'homme capturé, dont la confiance sereine nous avait tous déstabilisés, était actuellement en détention, mais sa véritable identité et l'étendue de son réseau nous échappaient encore. J'observais Holmes éplucher les documents et témoignages rassemblés, son regard naviguant entre les lignes chiffrées et les confessions fragmentaires, à la recherche du fil conducteur qui dénouerait toute la spirale. Lestrade venait souvent, apportant avec lui de nouveaux rapports et quelques signes de progrès, mais l'enquête semblait bloquée. Le lieutenant du Viper avait refusé de coopérer, son silence constituant une barrière qu'aucune force de persuasion ne pouvait franchir. Holmes, à son habitude, prit cela comme un défi personnel plutôt que comme un revers. Par un matin maussade, alors que les premiers rayons de soleil percèrent les vitres tachées de suie de notre salon, Holmes m'appela à ses côtés avec cette étincelle dans les yeux, signe qu'une nouvelle pièce du puzzle venait d'être découverte. « Watson », ça dit-il d'une voix basse et déterminée, « il semble que notre prisonnier ne soit pas aussi imperméable que nous le pensions. » Je me penchai en avant, impatient d'en saisir la signification. Holmes déplia une feuille de papier pliée, griffonnée, à la hâte d'un code semblable à ceux que nous avions examinés auparavant, mais avec une certaine urgence,
dans son écriture irrégulière. Ce message a été glissé dans le courrier de la prison, habilement déguisé en poème anodin. Notre ami la vipère a contacté un correspondant inconnu. Le poème lui-même était d'une simplicité trompeuse, décrivant un fil d'argent à travers des vignes enchevêtrées et la lumière de l'aube révélant des formes cachées. Les yeux de Holmes brillaient de perspicacité. Le fil d'argent. Cela doit faire référence à la ligne de chemin de fer argenté de Londres et aux vignes enchevêtrées. Peut-être aux rues labyrinthiques de Whitechapel ou de Soho. J'ai hoché lentement la tête. Un indice sur leur prochain lieu de rendez-vous, ou peut-être une planque? Exactement. Mais plus que ça, Watson, cela démontre la confiance de la vipère dans le fait que le serpent rôde toujours librement dans l'ombre. Il croit que son réseau est intact. Holmes ne perdit pas de temps. Avec Lestrade et quelques officiers de confiance, nous partîmes à la recherche des lieux, possibles mentionnés dans le code. La ligne de chemin de fer argenté traversait une grande partie de Londres, mais la déduction de Holmes nous conduisit à une gare abandonnée à Aldgate East, désaffectée depuis longtemps, oubliée de tous, sauf de ceux qui avaient des secrets à garder. Sous le couvert de la nuit, nous approchâmes des grilles rouillées de la gare. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de décomposition, seulement troublé par le sifflement lointain d'un train en retard. Le regard de Holmes balaya les ombres avec une précision méticuleuse, notant chaque détail. Les empreintes de pas sur le sol boueux, un gant abandonné, la faible trace de fumée de tabac qui persistait près de l'entrée. Dans les couloirs, sombres de la station, nous avons découvert des signes d'activité récente, des caisses abandonnées à la hâte, des restes de literie de fortune et des graffitis portant le symbole du serpent à plusieurs endroits. Il était clair qu'il s'agissait d'un point de rendez-vous pour les agents de la société. Le regard de Holmes aperçut une faible lueur sous une dalle détachée près du bord du quai. S'agenouillant, il l'ouvrit pour révéler une petite boîte en fer. À l'intérieur se trouvait une série de lettres codées et un objet étrange, une délicate épingle en argent en forme de serpent, enroulée autour d'une dague. « Ah, le symbole du serpent !» murmura Holmes. « Une marque de rang au sein de la société. Celui qui le détient a été chargé de ses plus sombres secrets. » Tandis que nous rassemblions les objets, des pas résonnèrent dans les tunnels. Une silhouette émergea, enveloppée dans l'ombre mais avançant avec détermination. Holmes s'avança calmement, sa voix brisant le silence. « Vous pénétrez sur un terrain dangereux. Exposez votre intention. » La silhouette s'arrêta, puis retira lentement sa capuche, révélant le visage d'un homme que j'avais reconnu lors de mes précédentes recherches. Un petit noble nommé Charles Everett, connu pour ses relations discrètes et son influence chuchotée dans certains cercles. Les lèvres d'Everett s'étirèrent en un sourire sardonique. « Monsieur Holmes, à quoi me vaut ce plaisir, ou est-ce simplement le plaisir de l'intrusion ?» Le regard d'Holmes était dur. « Nous avons des preuves vous reliant à l'anneau du serpent. Votre présence ici confirme votre implication. » Le visage d'Everett s'assombrit. « Implication est un terme vague, inspecteur. Je ne suis qu'un humble participant aux affaires de l'élite londonienne. Votre croisade est peut-être noble, mais mal avisée. » Lestrade s'avança, la main sur son revolver. « Vous êtes en état d'arrestation, Everett. Vous avez le droit de garder le silence. » Everett leva les mains en signe de reddition, mais ses yeux pétillaient de défi. « Très bien. Mais comprenez bien, monsieur Holmes, le serpent ne frappe pas par malice, mais par nécessité. Cette ville a besoin de ses ombres pour survivre. » Nous avons escorté Everett jusqu'à la voiture qui l'attendait, le poids de ses paroles pesant lourdement dans l'air nocturne. De retour à Baker Street, Holmes examina l'épingle d'argent, les sourcils froncés. Ce jeton n'est pas seulement symbolique, c'est une clé, un signe de rang et d'accès. Et sa découverte ici suggère que le cœur de la société bat plus fort que nous le craignions, ai-je dit. Holmes hocha la tête. En effet, Watson, le venin du serpent est plus profond que les blessures superficielles que nous avons infligées. Notre prochaine étape est claire. Nous devons enquêter sur les dirigeants du réseau et démasquer ceux qui le manipulent. Les jours passèrent dans une intense agitation d'interrogatoire et de surveillance. L'arrestation d'Everett fit des vagues dans les rangs de la société, suscitant des avertissements chuchotés et des réunions furtives. Pourtant, malgré la pression, Everett gardait le silence, ne révélant que des allusions énigmatiques à une figure connue sous le nom de Matrone. L'intérêt de Holmes fut à son comble.
L'infirmière en chef, songea-t-il, une ombre agissant en coulisses, une marionnettiste d'une habileté redoutable. Nos investigations ont permis de localiser la directrice à une adresse discrète de Mayfair, une maison de ville sans prétention le jour, mais réputée pour être le lieu des conclaves les plus secrets de la société. Holmes a conçu un plan pour infiltrer la résidence, se faisant passer pour de riches sympathisants, cherchant à entrer dans le cercle intime. Sous la direction attentive de Holmes, je l'accompagnai un soir à la maison de ville, nos déguisements impeccables et nos nerfs à vif. L'intérieur était un véritable écrin d'élégance victorienne, avec ses meubles dorés et son léger parfum de jasmin. On nous conduisit dans un salon faiblement éclairé où plusieurs silhouettes masquées nous attendaient, dont l'insaisissable matrone elle-même, une femme à la prestance imposante, au regard perçant et calculateur sous un masque orné. Elle nous accueillit avec une chaleur mesurée, sa voix veloutée. « Messieurs, vous êtes arrivés à un moment crucial. Le serpent se resserre et la loyauté est sa monnaie d'échange. » Holmes engagea la conversation, mêlant des questions soigneusement élaborées à des nuances de flatterie et de subtiles provocations. La directrice parla par énigme, laissant entrevoir des conflits internes et des bouleversements imminents au sein de la société. Soudain, un domestique entra avec un mot, le déposant discrètement devant Holmes. Son regard parcourut les mots. Une mise en garde urgente contre un complot visant à éliminer l'un des membres clés de la société, destiné à semer le chaos et à nous détourner du véritable objectif. L'expression de Holmes s'assombrit. Le jeu de la vipère devient plus dangereux d'heure en heure, Watson. Nous nous sommes excusés et nous sommes retirés dans la nuit londonienne, fort de nouvelles connaissances, mais aussi d'une plus grande incertitude. La matrone restait une énigme, une figure dont la loyauté et les intentions étaient aussi insaisissables que l'anneau du serpent lui-même. De retour à Baker Street, Holmes examina nos conclusions. « Watson, nous sommes au bord du précipice. La société se fracture de l'intérieur, mais son venin reste puissant. Notre défi est de distinguer l'ami de l'ennemi au milieu des masques. Je sentais le poids de l'affaire peser sur nous. Les innombrables couches de tromperie et les enjeux qui dépassaient désormais largement le simple meurtre ou le vol. La vipère était plus qu'un criminel. Il incarnait un réseau qui prospérait dans l'obscurité et la peur. Le regard de Holmes croisa le mien résolu et inflexible. « Nous devons tendre un piège, Watson. Un stratagème qui forcera le serpent à sortir, révélant sa véritable tête et brisant définitivement son lien. » Tandis que la ville s'éveillait sous le brouillard qui se levait, je compris que le jeu entrait dans sa phase finale et périlleuse. Le serpent avait été acculé, mais pas encore vaincu, et il appartenait à Holmes et moi de déjouer un ennemi dont la ruse rivalisait avec la nôtre. Le plan tel que Holmes l'élabora, lors d'un petit déjeuner léger au 221B, était aussi audacieux que délicat. Nous allions rédiger un faux communiqué, apparemment de la matrone, ordonnant un rassemblement crucial des plus hautes instances de la société dans un manoir isolé de la banlieue londonienne. Holmes insista pour que le message soit crédible par son ton et sa précision, afin que le réseau de la vipère ne soupçonne pas un piège. Notre rôle consistait à surveiller l'événement et à appréhender les personnages clés d'un seul coup décisif. Lestrade était sceptique, même s'il n'exprima pas ses doutes à voix haute. « Si votre déduction se confirme, Holmes, nous pourrions enfin mettre fin à l'emprise de ce serpent. Mais si la vipère est aussi rusée que vous le dites, elle pourrait ne pas mordre à l'hameçon. » Holmes se contenta de sourire, la légère moue de ses lèvres ne trahissant aucune hésitation. « C'est précisément pour cela que le piège doit être déclenché avec précision, mon cher Lestrade. Notre succès ne dépend pas de la force brute, mais de la ruse. » Les jours qui suivirent furent consacrés à la préparation. Holmes et moi travaillâmes sur la fausse lettre, y insérant des références à des événements passés et des codes secrets que seuls les membres de la société pouvaient reconnaître. La lettre fut transmise par des canaux discrets, Holmes lui-même garantissant son authenticité par des intermédiaires soigneusement sélectionnés. Pendant ce temps, je poursuivais mes observations sur notre noble captif, Charles Everett. Malgré sa réticence, un léger changement dans son attitude suggérait un malaise, une fissure inhabituelle dans sa façade jusque-là inflexible. Holmes, toujours perspicace, le pressait de menaces voilées et de promesses de clémence, espérant
En tirer davantage sur la directrice et la hiérarchie de la société. Everett gardait un silence obstiné, mais je sentais la pression psychologique monter. Le jour de la réunion arriva sous un ciel blafard, de ceux qui semblaient peser sur les rues sordides de Londres. Nous nous rendîmes au manoir à la tombée de la nuit, Holmes et moi déguisés en couple aisé fraîchement débarqués de la campagne. La maison elle-même était une imposante structure géorgienne, isolée au milieu d'arbres dénudés et d'ombres envahissantes. Ses fenêtres scintillaient faiblement à la lueur des bougies, dessinant d'étranges silhouettes sur fond de brouillard. Holmes et moi sommes entrés sans difficulté, nos papiers et notre comportement ayant convaincu le personnel vigilant. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'une énergie nerveuse. Une douzaine de personnes se mêlaient dans le grand salon, toutes masquées, toutes prudentes. Le regard perçant de Holmes scrutait chaque geste et chaque murmure, cataloguant les suspects avec une précision clinique. Parmi les participants, j'ai remarqué une silhouette à part, la matrone elle-même. Son masque était un délicat treillis d'argent, assorti à l'épingle du serpent que nous avions récupéré. Elle rayonnait de maîtrise et de sang-froid, mais une pointe d'impatience perçait dans ses mains gantées, tandis qu'elle examinait ceux qui l'entouraient. Holmes et moi discutions prudemment, recueillant des bribes de conversation. La conversation tournait autour des récentes arrestations, des trahisons et des rumeurs d'informateurs dans leurs rangs. La tension était palpable, telle une tempête imminente. Soudain, les lampes à gaz vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Un sifflement faible, presque imperceptible, résonna dans le couloir, le bruit caractéristique d'une fuite de gaz. La panique s'empara de la pièce, tandis que certains invités, haletants, se dirigèrent vers les sorties. La voix de Holmes résonna calmement, mais fermement. « Restez où vous êtes. Ce n'est pas un accident. » L'estrade et ses officiers, dissimulés, parmi les domestiques et les gardes, passèrent à l'action, sécurisant les sorties et procédant à des arrestations systématiques. Pourtant, au milieu du chaos, la matrone s'éclipsa avec une aisance certaine. Les yeux de Holmes se plissèrent. Elle voulait faire diversion, s'échapper et effacer ses traces. Nous avons poursuivi, nous faufilant à travers les couloirs labyrinthiques, mais la matrone était partie, ne laissant derrière elle que le léger parfum de jasmin et une note pliée sur une table en marbre. Holmes déplia soigneusement le mot. On pouvait y lire « La tête du serpent ne se trouve pas là où vous la cherchez, mais au cœur du désespoir le plus sombre de la ville. Suivez le rire qui résonne. » Dans la nuit. Une énigme comme prévu, mais riche de sens. L'esprit de Holmes explorait toutes les interprétations possibles. Était-ce un indice concernant le réfugié rencontré au début de l'enquête, l'homme qui avait ri sur la scène de crime, ou indiquait-il un lieu, un symbole des bas-fonds, londonien? Le rire de l'homme était étrange, troublant, un son qui refusait de quitter mes pensées. Holmes me regarda d'une voix basse et chargée d'urgence. « Watson, il semble que le serpent se resserre à nouveau, mais sa tête reste insaisissable. Nous devons retourner à Whitechapel, à ce rire, à la racine de ce mystère. » La nuit suivante, nous avons traversé les rues brumeuses de Whitechapel, revenant sur nos pas jusqu'à l'endroit où le réfugié avait été aperçu pour la première fois. Le quartier était une mosaïque d'ombres et de murmures, des ruelles qui semblaient révéler des secrets à chaque rafale de vent. Alors que nous approchions de la porte délabrée, un bruit rompit le silence. Un rire moqueur et léger s'éleva de l'intérieur. Holmes me fit signe de rester silencieux, tandis que nous nous glissions à l'intérieur. Dans la pièce sombre, le réfugié était assis près d'une bougie vacillante, le visage partiellement caché par la capuche d'une cape en lambeaux. Ses yeux brillaient d'un étrange mélange de gaieté et d'intelligence. « Ah, monsieur Holmes !» salua-t-il d'une voix douce mais teintée de défi. « Vous cherchez la tête du serpent ?» Il vous sourit de partout. Holmes le fixa du regard. « Votre rire se moque de la gravité de ses crimes. Parlez franchement. Que savez-vous de la société et de ses dirigeants ?» Le sourire du réfugié s'épaissit. « J'en sais plus que tu ne le penses. La matrone, Everett, la vipère, ils jouent à tous un jeu bien plus vaste que celui que tu imagines. Le véritable pouvoir se cache dans l'ombre, là où personne n'ose regarder. Alors dites-nous, qui commande ce jeu ?» insistai-je. L'homme se pencha en avant, les yeux brillants d'une lumière intense. Pas un qui, mais un quoi. Un secret enfoui sous les fondations même de la ville. Une vérité si dangereuse
qu'elle menace de défaire toute la toile. L'expression de Holmes s'assombrit et son esprit s'emballa. « Explique-moi. » La voix du réfugié se réduisit à un murmure. « Il existe une chambre sous Londres, plus ancienne que la ville elle-même. Un sanctuaire pour ceux qui contrôlent. Le flux du pouvoir et de la peur. La force de la société jaillit de ce lieu caché. Pour démasquer la tête du serpent, vous devez descendre dans ces ténèbres. » Le poids de ces paroles nous pesa comme une pierre. Holmes échangea un regard avec moi, une reconnaissance silencieuse de la profondeur dans laquelle cette affaire avait plongé. Notre chemin était clair, mais semé d'embûches. Affronter le cœur du serpent, c'était affronter les ombres qui s'accrochaient à Londres. Holmes rassembla ses outils, sa détermination inébranlable. « Watson, l'acte final approche. Nous illuminerons les ténèbres sous la ville, et si Dieu le veut, nous briserons à jamais la tâche du serpent. » Alors que l'aube se glissait à travers les fenêtres souillées de crasse de Baker Street, je me préparais à la descente dans le mystère et le danger, conscient que l'issue de notre prochain mouvement déciderait non seulement du sort de cette affaire, mais aussi de l'ordre fragile de la ville que nous cherchions à protéger. Tandis que la lumière du gaz vacillait dans notre salon sombre de Baker Street, Holmes arpentait la pièce avec une rare intensité, les derniers fils de l'écheveau se resserrant dans son esprit. Je l'observais, consciente du chemin parcouru, ruelles obscures, rencontres secrètes et énigmes énigmatiques. Ce soir, la tête du serpent serait révélée. Holmes commença d'une voix mesurée mais fervente. Dès notre appel sur cette affaire, tous les indices pointaient vers une société secrète, exerçant une influence sous le vernis de respectabilité de la ville. Pourtant, le véritable cœur du problème résidait non pas dans de grandes conspirations, mais dans la manipulation silencieuse de la peur et de l'ambition. Il sortit le mot plié trouvé au manoir et le déplia une fois de plus. Suivez le rire qui résonne dans la nuit. Le rire moqueur du réfugié n'était pas une simple folie, mais un message délibéré, un écho du venin du serpent qui rampait dans les couloirs les plus sombres de Londres. Holmes poursuivit. Notre premier suspect, Charles Everett, était un bouc émissaire bien placé, soigneusement placé pour détourner l'attention. Sa nervosité ne provenait pas de la culpabilité, mais de la peur des véritables manipulateurs. L'évasion désespérée de l'infirmière en chef était un risque calculé, mais sa précipitation trahissait qu'elle protégeait un secret plus grand encore. J'ai hoché la tête, me rappelant la détermination farouche dans les yeux de Holmes lorsque nous avons affronté le réfugié à Whitechapel. Le regard de Holmes s'aiguisa. Le réfugié n'était pas un simple spectateur. C'est Victor List, un ancien universitaire tombé en disgrâce devenu informateur. Son rire sur la scène de crime était un masque, une méthode pour déstabiliser les observateurs tout en envoyant des signaux subtils à ses alliés. Sa connaissance de la chambre souterraine, le cœur du pouvoir de cette société, était cruciale. Il fit de nouveau les 100 pas, puis s'arrêta le doigt levé. La chambre elle-même est un caveau caché sous les catacombes abandonnées de la ville. C'est là que se réunissent les dirigeants de la société, protégés par le secret et protégés par des menaces à la fois politiques et physiques. Holmes sortit un plan hâtivement esquissé. Hier soir, après la réunion au manoir, j'ai organisé une entrée clandestine, par un point d'accès aux égouts désaffectés. À l'intérieur, nous avons découvert des documents, des correspondances, et plus grave encore, des plans impliquant plusieurs hauts fonctionnaires de la ville, des hommes qui manipulaient la justice et le commerce à leur fin. « Mais la vraie tête du serpent ?» demandai-je. Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. Pas un individu isolé, mais une illusion soigneusement construite. Le pouvoir est décentralisé, dispersé au sein d'un conseil, chaque membre étant masqué par des couches de tromperie. La directrice n'est qu'une figure de proue, tandis que le réfugié List sert de précurseur involontaire du chaos. Il m'a regardé avec attention. En attirant les membres de la société, en les forçant à se manifester grâce à notre faux communiqué, nous avons démantelé leur réseau. Si certains ont réussi à s'échapper, beaucoup ont été appréhendés, et les documents que nous avons récupérés vont démanteler leur influence. Je n'ai pu m'empêcher d'exprimer mon admiration. Une toile si étroitement tissée, pourtant dénouée par votre logique méticuleuse. Holmes haussa les épaules avec modestie. La logique, Watson, n'est qu'une lanterne dans une pièce obscure. Nous devons suivre sa lumière patiemment, en interprétant chaque ombre et chaque murmure. Alors que l'aube se levait sur Londres,
Projetant une lumière fragile sur le brouillard, l'estrade arriva avec des officiers porteurs de nouvelles. Plusieurs arrestations avaient eu lieu. L'emprise de la société s'affaiblissait. Pourtant, Holmes mettait en garde. Le serpent se tord toujours, mais pour l'instant, sa tête est coupée. En repensant à ce voyage, les réfugiés, les rires, la chambre secrète, je m'émerveillais du génie de Holmes. Un mystère qui avait déconcerté Scotland Yard était mis à nu grâce à sa quête incessante de la vérité. Holmes, s'installant dans son fauteuil, s'accorda enfin un instant de répit. Maintenant, Watson, la ville respire un peu plus librement, mais le jeu des ombres est éternel. Notre tâche continue. Il y a toujours plus de serpents qui rôdent dans la brume. J'ai hoché la tête, reconnaissant d'être témoin d'un tel esprit, et impatient de découvrir le prochain mystère qui testerait les limites de la raison et du courage. Ainsi se clôt l'affaire du réfugié qui s'est moqué de la scène, du crime, une histoire de tromperie, de courage et de la lumière inflexible de la déduction dans les heures les plus sombres du Londres victorien.